Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bienvenue sur le micro des gynécos. Aujourd'hui, Léa reçoit le docteur Pelletier, dermatologue au CHU de Besançon, spécialisé dans les pathologies vulvaires. Ensemble, ils abordent un sujet fréquent mais parfois mal compris, les mycoses vulvo-vaginales. Comment les reconnaître, les différencier, les traiter et surtout accompagner les patients dans leur vécu. Ce podcast vous est présenté par La Roche-Posay, marque de soins dermatologiques engagée pour la santé de la peau. Spécialement formulée pour les peaux sensibles, les produits La Roche-Posay offrent des solutions pour répondre aux différents besoins cutanés et vous accompagner dans votre prise en charge médicale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web indiqué en description. Eh bien, c'est parti. Donc, bonjour, docteur Pelletier. Bienvenue sur notre chaîne du micro des gynécos et merci beaucoup de venir aborder un thème qui est un motif de consultation extrêmement fréquent aux urgences gynécologiques notamment, qui est la mycose vulvaire. Donc, aujourd'hui, on est là pour revoir ensemble les points essentiels du diagnostic, du traitement et de la prise en charge de cette pathologie vulvaire afin d'éviter les pièges les plus courants. Est-ce que, tout d'abord, vous pouvez nous rappeler comment on reconnaît une mycose vulvaire et on la différencie d'autres vulvovaginites? Oui, merci tout d'abord de votre invitation. Donc la mycose vulvaire, qui est le plus souvent donc une candidose vulvaire, c'est une pathologie qui se manifeste en premier lieu par un prurite associé donc à des pertes blanches épaisses qui peuvent être parfois rythmées par les cycles et les patientes peuvent ressentir une sensation de gonflement de la vulve, notamment lors des rapports. Ça peut être aussi un des symptômes annonciateurs. Et puis cette mycose, elle peut avoir des expressions principalement vaginales, donc avec une expression avec notamment beaucoup de pertes de leucorrhées qui sont des leucorrhées qu'on dit généralement caillebottées, un aspect de yaourt, de fromage blanc. Et puis également, c'est des pertes généralement qui sont pas malodorantes, mais elles peuvent aussi avoir une expression vulvaire, ces mycoses, avec des signes à type d'un érythème vulvaire assez intense qui peut s'étendre au niveau des sillons génitaux fémoraux, au niveau du périnée, au niveau du pli interfessier, et ça peut entraîner également des excoriations et des fissures. Et parfois, le petit signe clinique qui va permettre de les identifier, ça sera des pustules en bordure de l'érythème, qui sera un signe caractéristique d'un point de vue dermatologique. D'accord, c'est intéressant ces pustules et du coup, il y a des diagnostics différentiels aussi à ce Oui. diagnostic? Oui, il y a un certain nombre de diagnostics différentiels. Il y a déjà tout simplement la vulvite irritative. Donc, par exemple, chez une patiente âgée qui notamment a une incontinence urinaire, premier diagnostic à évoquer en l'absence de perte, avec un érythème diffus au niveau de la vulve et du périnée, et également de la face interne des cuisses, ça sera une vulvite irritative. Et après, il y a aussi les causes infectieuses, notamment la vulvite streptococcique. Là où l'érythème sera plus intense, les douleurs seront plus marquées et où il y aura une nécessité de faire des prélèvements bactériologiques pour identifier le streptocoque. Mais également, il faut penser aussi à la trichomonose ou à la vaginose bactérienne aussi. Et qui se différencie comment? Les vaginoses bactériennes qui sont en fait liées principalement donc à une prolifération polybactérienne vaginale avec principalement donc souvent du Gardnerella vaginalis qui est identifié. Et elle est liée à une élévation du pH vaginal, alors que la candidose, par opposition, survient dans un contexte plutôt d'acidité vaginale. Et puis également, il peut y avoir des IST de type trichomonose, qui peuvent aussi donner un prurite vulvaire et des leucorrhées jaunâtres ou verdâtres, qui est aussi un diagnostic différentiel à évoquer. Donc la couleur des pertes et l'odeur vont nous aider dans cette différenciation.
Voilà, tout à fait, notamment avec la vaginose bactérienne qui a des pertes malodorantes, hein. C'est assez caractéristique, pas un type de poisson pourri, alors que les pertes de la candidose vulvaire seront plutôt non malodorantes ou avec une odeur un peu, on dit, crayeuse, donc qui ne seront généralement peu gênantes. Quand le diagnostic clinique est probant, est-ce qu'il est nécessaire de demander un prélèvement vaginal? Lorsqu'il s'agit d'une candidose vulvovaginale aiguë, non. Par contre, lorsque on sera face à des épisodes récurrents de candidose vulvaire, il faudra à un moment donné, hein, authentifier le diagnostic pour justement mettre en place des traitements adaptés. D'accord, bon, on en reviendra, après concernant les mycoses, récidivantes. Je voulais d'abord aborder les traitements donc qui sont recommandés, en première intention de la candidose vulvaire. Alors, la candidose vulvaire, les premiers traitements, le traitement de première intention, ça va être les imidazolés topiques, hein, donc crème et ovule. Quel que soit finalement l'imidazolé choisi, hein, donc mais bien associer un traitement en crème aux ovules, hein, pour traiter l'ensemble du périnée, ou aussi l'alternative, c'est en l'absence d'allergie et de contre-indication, c'est l'utilisation du fluconazole Péros, hein, donc un comprimé de 150 milligrammes en dose unique que l'on peut prescrire à la patiente. Et en termes d'efficacité, les 2 se valent? Donc c'est vrai que les traitements topiques vont être un peu plus fastidieux à appliquer, mais le fluconazole Péros a une efficacité peut-être légèrement supérieure au traitement local. Et il a l'avantage, le traitement par voie orale, d'éviter, on va dire, des applications de crème qui peuvent parfois, par certains de leurs excipients, peuvent être irritantes, surajouter une irritation chez ces patientes qui ont déjà une vulve sensible, quoi, enfin sensibilisée par les épisodes de candidose. Et si jamais il n'y a pas de, candidose, vulvaire, mais que c'est que intravaginal, vous préconisez en systématique la crème? Généralement, oui. Mmh. D'accord. Et concernant les femmes, enceintes, est-ce qu'il y a des préconisations particulières? Oui, chez les femmes enceintes, on privilégiera vraiment en première intention le traitement local, hein, les ovules, donc notamment, il y a 2 molécules qui sont recommandées par le CRAT. Il y a le clotrimazole et le miconazole ovule qui sont, on va dire, préconisés en première intention. Puis après le premier trimestre, enfin tous les autres imidazolés sont possibles. Voilà. Et puis si vraiment il y a un échec du traitement local, le fluconazole peut être ponctuellement utilisé chez la femme enceinte. OK. Et parallèlement à ça, qu'est-ce que vous préconisez en conseil, hygiéno-diététique? Finalement, il faut pas, c'est vrai qu'il faut pas rentrer dans un cercle, on va dire, négatif avec, des évictions ou des précautions, hygiéno-diététiques qui vont apporter un inconfort supplémentaire à la patiente. Déjà, il faudra identifier si la patiente, a pris des antibiotiques dans les 3 derniers mois. Également, proscrire, les douches vaginales. Et puis porter plutôt des sous-vêtements en coton, mais que ça ne devienne pas, on va dire, une obsession ou une angoisse d'habitudes hygiéno-diététiques qui vont conduire à des comportements enfin inadaptés et qui vont participer au fardeau de ces candidoses, quoi. Et puis par contre, c'est vrai que le rôle, par exemple, de la contraception est vraiment discuté. Donc ça sera vraiment du cas par cas avec les patientes pour voir s'il y a une nécessité à changer ou non la contraception, voir s'il y a vraiment eu un facteur aggravant à la mise en place d'une contraception, par exemple, œstrogrestative. Et lorsqu'on est face à des patientes qui, ont des mycoses, récidivantes ou, résistantes, donc récidivantes, c'est plus de 4 épisodes par an. Qu'est-ce que vous préconisez dans ces cas-là? Donc c'est dans ces situations qu'il faudra quand même tout d'abord rechercher des facteurs favorisants aux candidoses vulvovaginales récidivantes, notamment par exemple un diabète déséquilibré,
Donc c'est vrai que la recherche d'un diabète, elle se fait de façon, on va dire, habituelle, hein, lorsqu'on est face à des candidoses vulvovaginales récidivantes. On en trouve finalement peu souvent, mais on ne doit pas passer à côté du diagnostic. Et puis maintenant, on doit faire attention aussi pour les candidoses récidivantes. Il y a des traitements, hein, qui sont donnés dans le diabète, dans l'insuffisance cardiaque, hein, qui sont les glyphosines, hein, qui sont une classe médicamenteuse très utile pour le diabète et pour l'insuffisance cardiaque, mais qui ont en fait comme principe d'action d'augmenter la glycosurie, donc l'élimination urinaire du glucose, qui vont en fait favoriser aussi l'émergence de candidoses. Et là, ça peut être des candidoses qui vont être non seulement récidivantes et persistantes et qui peuvent être très sévères. Donc là, ce sera aussi quelque chose à bien demander à l'interrogatoire pour éviter justement finalement de traiter les patientes de façon itérative, alors qu'il y a un facteur médicamenteux favorisant qui s'ajoute aux facteurs du diabète et qui peuvent entraîner des problèmes, des candidoses sévères chez ces patients. Il faudra toujours aussi rechercher une immunodépression, mais par contre, comme on le disait tout à l'heure, hein, il faudra pas non plus s'acharner sur les habitudes d'hygiène et éventuellement identifier par exemple un comportement de type voilà, douche vaginale à éviter. Parfois, regarder soit la contraception, soit le traitement hormonal substitutif qui peut aussi des fois favoriser à la survenue de candidose chez les femmes ménopausées. Et je voudrais juste ajouter un petit mot là-dessus, c'est-à-dire que il faut bien avoir en tête que la candidose vulvovaginale, qu'elle soit, on va dire, aiguë ou récidivante, comme on parle actuellement, c'est une pathologie de la femme jeune en âge de procréer, et il faudra toujours rechercher chez la petite fille prépubère, normalement, la candidose n'existe pas, ou elle est vraiment rarissime. Donc c'est là vraiment, si on a une véritable candidose, il va falloir rechercher une cause. Et puis chez la femme ménopausée, c'est pareil. Il faudra, par exemple, vous voyez, l'histoire de la prise de glyphosine ou alors une pathologie sous-jacente. Par exemple, un lichen scléreux ou un psoriasis ou un eczéma vulvaire qui pourra se surinfecter par une candidose. D'accord, et donc concernant la contraception et l'ambiance hormonale, qu'est-ce qu'il y a à proscrire? Ou en tout cas, qu'est-ce qui est favorisant, Il a été rapporté donc que le traitement hormonal substitutif de la ménopause, on pouvait favoriser. Et par contre, pour la contraception, il faudra faire attention à voir s'il y a vraiment un lien causal de la contraception, enfin, ou une chronologie favorisante de la contraception. Il va pas falloir quand même arrêter toutes les contraceptions. oui. Il va falloir être voilà, bien écouter la patiente et puis éventuellement, s'il y a vraiment eu un rôle favorisant, faire une tentative d'arrêt, substituer par exemple une pilule œstroprogestative, peut-être par une microprogestative ou par d'autres méthodes. Et puis par contre, en ce qui concerne les dispositifs intra-utérins, peut-être chez les patientes qui ont une longue histoire de candidose avec un stérilet qui est déjà ancien, peut-être parfois il peut y avoir une colonisation du stérilet et il faudra peut-être dans certains cas, hein, c'est vraiment au cas par cas, être Mmh. conduire à le retirer. Mais là, on peut pas parler de généralité et puis il n'y a pas de données dans la littérature qui permettent de définir une attitude, on va dire stéréotypée. D'accord, et juste pour être précis, ce serait plutôt les œstrogènes? Oui, c'est plutôt les œstrogènes, hein, parce que les œstrogènes favorisent la filamentation du Candida albicans et qui serait encore même favorisé aussi par le sucre. Donc du coup, c'est vrai que c'est plutôt les œstrogènes, hein, qui peuvent on va dire favoriser le contexte de prolifération du Candida albicans au niveau vaginal. Et puis, je ne sais pas si on avait parlé du prélèvement vaginal, du coup, pour, identifier bien la souche avec une culture pour le traiter? Donc effectivement, les prélèvements mycologiques peuvent être utiles dans un certain nombre de cas. On l'a vu devant toutes les candidoses vulvovaginales récidivantes. Et puis parfois devant un aspect, par exemple, d'érythème vulvaire ou avec une extension périnéale, dans le cadre du diagnostic différentiel, ça peut être également utile de le réaliser. On trouvera la plupart du temps du Candida albicans
peut dire dans 95% des cas, et puis parfois d'autres souches, type Candida glabrata, notamment chez les patientes diabétiques, et parfois il peut y avoir des résistances au traitement habituel. Et dans ces cas-là, on prend avis auprès de nos confrères infectiologues pour nous aider dans cette prise en charge. Oui, on peut s'aider d'ovules Polyginax ovules avec les ovules qui contiennent du sulfate de néomycine et de polymyxine B. Ça peut aider dans des souches qui vont être résistantes aux imidazolés et au fluconazole. Et puis parfois, il peut y avoir des indications spécialisées, mais là, ça sera vraiment une indication spécialisée avec des ovules d'acide borique, hein, qui peuvent être prescrits dans des formes de candidose résistantes. Mais ça sera une prescription spécialisée, hein, puisque il y a quand même un certain nombre de précautions, hein, notamment de toxicité, hein, liées à l'acide borique. Merci beaucoup, docteur Pelletier. Un dernier petit mot sur l'accompagnement éducatif des patientes, peut-être rappeler la bénignité de la pathologie et l'impact sur la sexualité. Il faudra être à l'écoute des patientes, et puis déjà effectivement leur rappeler donc le côté bénin de la pathologie, avec quand même des traitements qui vont quand même être efficaces. C'est vrai que les traitements séquentiels, comme on a vu avec le fluconazole Peros, pris de façon hebdomadaire pendant plusieurs mois, va leur permettre, hein, d'interrompre leurs symptômes et également les signes cliniques pendant plusieurs mois, et notamment avec une efficacité qui va se poursuivre à l'arrêt du traitement. Et on a ces solutions-là. Il faudra aussi, par exemple, éviter du surdiagnostic. C'est que les patientes, des fois, elles ont une idée toute faite, et le surdiagnostic, il faudra bien finalement authentifier quand même la pathologie. C'est-à-dire que lorsqu'elles auront des épisodes récidivants, le fait d'authentifier la pathologie, ça sera très important pour pouvoir les rassurer et les traiter de façon efficace. Parce que finalement, si elles ont une autre pathologie, je sais pas, un eczéma vulvaire, un psoriasis vulvaire, et qu'on les traite pour des mycoses, c'est un point important à souligner. Et puis, bien les écouter dans la description, voilà, des symptômes, pour pouvoir voilà, être sûr de notre diagnostic, et puis les traiter de façon adaptée et finalement le plus simplement possible, quoi. Ne pas les faire rentrer dans une spirale de multiples traitements locaux. Finalement, ne pas s'acharner, voilà, à appliquer des traitements qui vont plutôt rajouter de l'irritation, voilà, d'irriter encore plus la pathologie, et puis également s'intéresser à leur sexualité et leur demander s'il n'y a pas un retentissement sur leur vie sexuelle, sur le couple. Dire que c'est vrai que des fois, une pathologie récidivante et chronique, ça peut avoir un retentissement sur la vie intime des patients, et qu'il faudra prendre en compte, notamment dans les décisions thérapeutiques. Et concernant le traitement du partenaire, est-ce que vous le préconisez? En cas de symptômes apparents chez le partenaire. Il joue pas un rôle favorisant sur la récidive? Non, les pratiques sexuelles aussi, il y avait quelques papiers qui disaient que le sexe oral pouvait favoriser la colonisation par le candidat, mais ça a pas été confirmé. Dans le rapport, c'est pas tant le rôle potentiellement contaminant du partenaire qui est important, c'est finalement le microtraumatisme du rapport qui peut aussi favoriser la filamentation du candidat. Donc c'est plutôt, on va dire, le fait de bien respecter, on va dire, une hygiène avec des produits non irritants, plutôt cicatrisants, Mmh. respectant le pH vaginal, et puis par exemple appliquer une crème cicatrisante qui va permettre de restaurer les microtraumatismes induits par les rapports, quoi. Oui, microfissures, d'ailleurs, qui sont favorisées elles-mêmes, ces microfissures, par les candidoses, par les symptômes de la candidose. Merci beaucoup, docteur Pelletier, pour cet épisode très complet sur un sujet qui peut paraître anodin, mais est extrêmement récurrent et important dans notre spécialité. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si des ressources ont été partagées par notre invité, vous les retrouverez dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lui accorder 5 étoiles et pourquoi pas d'en parler autour de vous. Et si vous avez des idées de thèmes ou d'orateurs que vous aimeriez entendre, partagez-les avec nous car cette chaîne, c'est avant tout la vôtre.
métro, boulot, gynéco.